la stimulation transcrânienne plus forte que les médicaments? Point d'interrogation. Alors, on le sait, la stimulation transcrânienne, elle permet d'agir sur le cerveau à distance sans ouvrir la boîte crânienne ni donner de médicaments. Donc, c'est bien évidemment une technique qui représente beaucoup d'espoir pour aider les personnes qui, par exemple, souffrent de douleurs rebelles, de maux de tête, de dépression, d'addiction. Mais son utilisation est encore très récente, donc elle doit encore faire ses preuves. Et donc, c'est ce que nous allons voir avec les différents participants donc, à cette table ronde. Nous allons voir notamment dans quelles indications elle va être testée. Et donc, je vais appeler à me rejoindre à la tribune donc, le docteur Margherita Popolo-Blondo, praticienne hospitalière dans le service d'exploration fonctionnelle du système nerveux de l'hôpital Pasteur II au CHU de Nice. Le professeur Sébastien Guillaume, professeur de psychiatrie au CHU et à l'université de Montpellier, co-responsable de l'équipe de neuropsychiatrie, recherche épidémiologique et clinique. Et le docteur David Sekeli, chef de service adjoint du service de psychiatrie au centre hospitalier Princesse Grace de la Principauté de Monaco. Et donc pour animer nos débats, donc Anne Jean-Blanc, journaliste spécialisée santé au point. Alors Anne, on va peut-être attendre quelques secondes que les personnes puissent s'installer, notamment celles qui se sont inscrites. Donc on va commencer. Je pense que le principal, c'est de situer ce sujet-là, parce que la stimulation transcrânienne, on se demande tout ce que c'est. C'est quelque chose qui est utilisé depuis longtemps, avec différentes dénominations, il y a différentes techniques. Donc pour commencer, David Sekeli, est-ce qu'on peut faire justement un petit point? Qu'est-ce que ça veut dire stimulation transcrânienne? Est-ce qu'il y a magnétique? Est-ce qu'il y en a d'autres? Depuis quand ça existe? Voilà, tout ça. Alors, la stimulation magnétique transcrânienne, c'est un traitement qu'on propose dans des explorations neurophysiologiques depuis le milieu des années 80 et dans les indications en psychiatrie qui a été étudiée depuis le milieu des années 90, globalement. Et désormais, il y a quelques indications, on y reviendra, qui sont validées comme étant robustes sur le plan scientifique, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des vrais effets cliniques dans la dépression, dans la schizophrénie plus particulièrement. Mais ça se décrit comment, cette thérapie? Alors, c'est une thérapeutique qui en fait héritait de ce qu'on appelait avant les électrochocs, la stimulation électroconvulsivo-thérapeutique, c'est-à-dire on déclenchait des crises convulsives pour soigner les patients. C'est ce qu'on appelle les techniques de neuromodulation du cerveau. Qui ont été très prises au cinéma. Hein, qui ont été très prises au cinéma et qui sont toujours utilisées parce que au jour d'aujourd'hui, ce sont les meilleurs traitements antidépresseurs qui soient, très lourds à mettre en œuvre, mais toujours d'utilité. Donc c'est pour des dépressions très sévères et vous avez changé de nom parce que le mot électrochoc faisait tellement peur que c'est devenu sismothérapie, c'est ça? Alors sismothérapie, c'était une terminologie intermédiaire. Parce qu'à un moment, effectivement, électrochoc faisait peur, et il y avait de quoi, parce que c'était sans anesthésie, avec un respect du malade tout à fait critiquable. Ensuite, on appelait ça la sismothérapie, mais ça ne correspond pas tout à fait au principe d'action de l'électroconvulsivothérapie. L'objectif est justement de déclencher une crise convulsive généralisée, avec des critères électrophysiologiques tout à fait bien connus maintenant. Et ces techniques-là restent d'actualité dans les dépressions, comme vous l'avez dit, les plus sévères possibles, ou les dépressions très résistantes. La stimulation magnétique, ça s'adresse, dans le cas de la dépression, à des dépressions qui sont nettement moins sévères, mais qui sont résistantes au traitement pharmacologique. Alors, ça consiste en quoi, déjà, pour qu'on comprenne bien? Qu'est-ce qui se passe? Ça consiste en l'application d'un champ magnétique sur une toute petite zone du cerveau, de manière répétée. Et quand on dit répétée, c'est que malheureusement, il faut faire les séances quotidiennement pendant plusieurs semaines pour avoir un effet. Chez les patients dépressifs en particulier, c'est de l'ordre de 3, 4 à 5, parfois 6 semaines de traitement, du lundi au vendredi. C'est un traitement ambulatoire, il n'y a pas d'anesthésie, c'est relativement bien toléré, il peut y avoir un peu des maux de tête, un peu de fatigue après la séance, il y a des contre-indications à respecter, mais c'est un traitement globalement
bien toléré, voire très bien toléré et bien accepté par les patients. Quand vous dites que c'est localisé, ça veut dire qu'en fonction des indications dont on va parler juste après, vous mettez sur la tête, à droite, à gauche, vous mettez quoi? Enfin, c'est comment? Ça se présente en fait en un stimulateur qui va générer un champ magnétique. Ce champ magnétique va être distribué au niveau du cerveau, à la surface du cerveau, par une bobine qui va permettre de focaliser plus ou moins grossièrement un champ magnétique. Et c'est ce champ magnétique qui va permettre d'aller modifier l'activité cérébrale située sous la bobine de stimulation. Alors en fait, le principe de ces techniques de neuromodulation, c'est vrai pour l'électroconvulsivothérapie, c'est vrai pour la stimulation magnétique et pour d'autres techniques qui sont en cours de développement, encore plus expérimentales, c'est d'aller neuromoduler des circuits cérébraux. Donc vous dites moduler, ça veut dire que ça peut être soit à la hausse, soit à la baisse, modulé par définition. On peut soit augmenter le fonctionnement du cerveau sur une zone du cerveau, mais aussi par distance, en utilisant finalement les circuits du cerveau, soit inhiber une zone hyperactive. Par exemple, dans la dépression, on cherche plutôt à augmenter le métabolisme cérébral des régions préfrontales, qu'on sait ralenti chez les patients déprimés quand ils sont dépressifs. C'est-à-dire que quand l'épisode est passé, le fonctionnement cérébral revient à quelque chose d'à peu près normal. Et chez les patients schizophrènes qui souffrent de phénomènes hallucinatoires, qui entendent des voix, pour être peut-être plus clair, ils entendent réellement des voix. Il y a des circuits cérébraux du langage qui s'activent. Et là, on va positionner au niveau de circuits du langage, justement, la bobine de stimulation magnétique pour aller inhiber cette zone qui est un peu automatique, si vous voulez. Alors, mon voisin, il a un petit peu rajouté des choses sur la définition. Vous m'aviez dit que vous aviez peut-être des... Enfin, vous deux aussi, je ne vous exclue pas du tout, Madame Popolo. Dans la présentation générale. Oui, il y avait deux points qu'on peut essayer de rajouter, parce qu'il y a parfois aussi des confusions avec ce qu'on appelle la stimulation cérébrale profonde, qui est aussi une technique de neuromodulation dans laquelle on va placer quelque chose au niveau des circuits cérébraux, mais il va y avoir une opération. Là, on est dans quelque chose d'invasif. Oui, c'est plus de la surface. Voilà, oui. Il y a souvent des confusions, donc c'est là on parle de neuromodulation non invasive, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas d'opération qui se met en place. Le deuxième point, c'est pour rebondir aussi dans la définition sur la question de la place des techniques de neuromodulation dans l'arsenal thérapeutique, si on est dans une perspective thérapeutique. Les techniques de neuromodulation sont un axe thérapeutique, au même titre que le sont le médicament, au même titre que en psychiatrie, en tout cas la psychothérapie. Et il est important d'avoir en tête qu'en général, on va combiner les approches et que ça ne se fait pas l'un versus l'autre ou l'un contre l'autre. Le plus souvent, et dans l'immense majorité des cas, c'est une combinaison de ces approches qui va nous permettre d'améliorer le pronostic et les chances de guérison. Avant qu'on rentre dans les indications, Madame Popolo, je crois que vous voulez rajouter aussi quelque chose. Oui, parce que je préfère, en tant que neurophysiologiste, voir la RTMS plus que comme l'évolution d'un examen de neurologie qu'on pratique toujours, qui s'appelle un potentiel évoqué-moteur. En fait, la bobine a été inventée, comme tu disais très bien, par un neurologue, parce que le principe, c'était d'étudier la voie motrice. Donc, il nous fallait un outil qui puisse provoquer une réponse motrice au niveau périphérique en stimulant le cerveau. Regardez dans le cerveau si quelqu'un peut contrôler sa main. Exactement. Voilà. Donc, si les voies qui connectent le cerveau et les muscles sont intègres, donc certaines maladies neurologiques qui atteignent la voie motrice. Donc, la technique est née comme ça. Et dans ce cadre, la stimulation est utilisée de façon simple. Donc, une fois, deux fois, trois fois. C'est juste un examen. C'est un examen. Oui. Exactement. Qui est indolore, reproductible, très fiable et très peu cher pour la sécu aussi, si on peut dire ça. Donc, évidemment, il faut une formation pour le réaliser. Mais c'est de là, en fait, qu'on a pu se rendre compte qu'effectivement, le fait de stimuler au niveau cortical, donc de la partie superficielle du cerveau, avec cette bobine qui produisait un champ magnétique, ça permettait d'activer des zones cérébrales et donc de provoquer une réponse à distance.
à une distance qui a été contrôlée donc par notre cerveau. Alors, c'est facile de repérer une réponse quand on stimule une zone motrice parce qu'on obtient une contraction d'une main, d'une jambe, donc un mouvement qui est quantifiable. C'est plus compliqué quand on va stimuler des zones cérébrales qui ne donnent pas des réponses visuelles. Mais le mécanisme est celui-là. Donc, il n'est pas invasif autant que la sismothérapie, ça c'est sûr. Et il est très très bien toléré, effectivement. Après, dans la douleur, les protocoles sont complètement différents. Donc, il y a effectivement des ponts à faire entre la psychiatrie et tout ce qui est l'algologie. Alors, si vous le voulez bien, on va rentrer, vous avez parlé déjà un petit peu plus dans les indications. En psychiatrie, qu'est-ce qui marche pas, justement pour qu'on n'ait pas de fausses idées. La dépression, vous en avez parlé, les troubles obsessionnels compulsifs dont on parle régulièrement, est-ce que ça marche? Donc, vous pouvez nous dresser un peu le tableau de ce qui marche et de ce qui ne marche pas? Alors, le niveau de preuve, c'est-à-dire la preuve scientifique la plus robuste, c'est dans les dépressions. Bien souvent, c'est un traitement qui est proposé en plus du traitement pharmacologique. Alors je rejoins tout à fait ce que le professeur Guillaume disait, c'est dans l'arsenal thérapeutique, on ne prend pas en charge les patients qu'avec de la stimulation ou qu'avec des traitements pharmacologiques. Il faut combiner bien souvent les deux avec la psychothérapie, avec les approches de psychothérapie qui sont nécessaires. Le niveau de preuve le plus important, c'est dans la dépression. Oui, ça fonctionne. La contrainte, on l'a dit, c'est plusieurs semaines de traitement pour que des phénomènes de neuroplasticité cérébrale puissent se mettre en place et durablement en place. Il ne s'agit malheureusement pas que le traitement soit efficace quelques jours et que le patient rechute très vite. C'est une torture pour les patients. Donc il faut répéter et répéter très longtemps sur plusieurs semaines. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas le proposer en première intention. Quand il y a une dépression suffisamment sévère pour relever d'un traitement antidépresseur, il faut un traitement antidépresseur. Et si le traitement antidépresseur ne fonctionne pas, là, on peut commencer à se poser la question de la stimulation magnétique. Alors, le niveau d'intervention de la stimulation magnétique, il est variable en fonction des pays. Aux États-Unis, après l'échec d'un seul traitement antidépresseur, vous avez la possibilité, on a la possibilité en tant que prescripteur, d'utiliser la stimulation magnétique seul, sans traitement antidépresseur. En France, on n'est pas tout à fait dans le même cadre, d'abord parce qu'on y reviendra, mais ce n'est pas reconnu par l'autorité sanitaire. Alors, on peut l'utiliser dans le cadre de protocoles de recherche, on peut l'utiliser dans le cadre de la routine clinique, mais ça ne peut intervenir qu'après échec d'au moins 2 traitements antidépresseurs, voire plus. Après, si par contre on est dans une situation où le patient a échoué à 4, 5, 6, 7 traitements antidépresseurs, le niveau de chance pour qu'il puisse répondre favorablement devient extrêmement faible, y compris avec la stimulation magnétique. D'accord. Concernant la schizophrénie, il y a 2 indications principales. C'est les phénomènes d'hallucination qui persistent malgré un traitement antipsychotique bien conduit, un traitement antipsychotique de fond, et qui ne pourra jamais être arrêté. Il ne faut pas faire croire qu'on peut être arrêté chez les patients schizophrènes un traitement antipsychotique. Ce serait une erreur que de penser ça. Donc c'est en plus du traitement avec des personnes qui perçoivent encore des phénomènes hallucinatoires malgré une bonne prise de traitement antipsychotique. Les TOC. Et puis l'autre indication dans la schizophrénie, c'est le repli, la difficulté à aller vers les autres, la difficulté à avoir des initiatives, ce qu'on appelle les symptômes déficitaires de schizophrénie. Et là, le niveau de preuve est moins élevé, mais il y a quelques travaux qui semblent encourageants. Donc il ne s'agit pas de dire que ça marche, mais il y a une piste intéressante. Dans les TOC, les travaux sont assez contradictoires, et le niveau de preuve d'efficacité est pour l'instant assez faible. Dans les troubles anxieux en général, c'est assez faible. La piste très actuelle, c'est l'état de stress post-traumatique avec des travaux prometteurs, mais encore une fois préliminaires. Pour le moment, on ne peut pas, en dehors de la dépression et des hallucinations dans la schizophrénie, le reste est du domaine de la recherche et des résultats préliminaires. Alors Sébastien Guillaume, vous travaillez plus sur les troubles du comportement alimentaire. Ça marche pas. Ça peut aider à faire maigrir, pardon. Alors,
Pour commencer, je ne peux qu'appuyer ce que dit David. On est dans le cadre des troubles de comportement des alimentaires, des addictions, de l'obésité. On est dans le cadre de protocoles de recherche et absolument pas, comme ça peut être parfois écrit ou suggéré, absolument pas dans le cadre de protocoles cliniques. Pour le moment, le niveau de preuve et la balance bénéfice-risque n'est clairement pas suffisamment établi pour qu'on puisse les utiliser en pratique clinique. Il n'empêche, ceci étant dit, qu'il y a des pistes physiopathologiques intéressantes dans ces troubles, et notamment parce que là on parle des grandes indications en termes de pathologie, mais en fait on peut cibler avec ces techniques des dimensions cliniques. Par exemple, dans le cas des troubles des conduites alimentaires, vous pouvez cibler une dimension clinique pertinente qui est le craving, c'est-à-dire la pulsion à consommer de la nourriture, par exemple dans le cas de boulimie, c'est la même chose dans les addictions. Vous pouvez cibler des dimensions comme l'inhibition cognitive, la capacité à inhiber un comportement quand j'ai une envie à contrôler mon comportement. Donc là aussi, par exemple dans le cas de l'obésité ou du trouble du comportement alimentaire ou d'hyperphagie boulimique, la capacité à pouvoir inhiber sa crise de boulimie. Donc ça peut aider à maigrir. Donc, si on maîtrise ses pulsions alimentaires, on mange moins et on a plus de chances de maigrir. Alors non, pour le moment en tout cas. Autant on a quelques études qui suggèrent, qui montrent qu'on peut diminuer, améliorer le craving, les pulsions alimentaires, on peut améliorer l'inhibition cognitive, mais dans le même temps, ça ne se traduit pas à l'heure actuelle dans les études qu'on a, qui sont encore limitée et critiquable, dans une amélioration du comportement alimentaire. Une étude là qu'on a faite récemment dans le laboratoire, par exemple, où on montre que chez des patients souffrant de boulimie, un essai randomisé contrôlé, dans lequel des patients souffrant de boulimie ont un protocole de soins par stimulation magnétique transcrânienne, dans lequel il n'y a aucun effet versus une stimulation placebo sur les crises de boulimie. C'est-à-dire, après le protocole, il y a autant de crises de boulimie avant qu'après. Enfin, ou plus exactement, il y en a moins, mais il y a une amélioration dans les deux groupes. Par contre, il y a une amélioration très forte de ces dimensions. C'est-à-dire qu'on a une disconnexion entre ces améliorations, ces dimensions dont on peut penser qu'elles améliorent le trouble et le trouble en lui-même. Donc pour le moment, on a des pistes, mais on est clairement dans le domaine de la recherche. Et est-ce que vous pouvez aider ces pauvres jeunes filles anorexiques à l'opposé ? Alors, dans le cadre de l'anorexie, les cibles thérapeutiques qui commencent à être proposées, c'est d'abord une zone du cerveau qui est impliquée dans la perception de soi, puisque dans l'anorexie, il existe une altération de la perception de soi. Mais pour le moment, la balance bénéfice-risque n'est pas claire et notamment il y a un essai randomisé contrôlé qui avait lieu en France qui a été arrêté actuellement parce qu'il y a eu dans le cadre de cet essai deux tentatives de suicide dont on peut se demander si on n'a pas aggravé les choses. Donc clairement on a tout arrêté et pour le moment ça a été c'est au niveau c'est en attente. Une autre cible et une autre zone du cerveau qui pourrait être intéressante, c'est tout ce qui cible la rigidité cognitive, mais là aussi ça veut dire quoi? La rigidité cognitive, c'est la capacité à être plus flexible cognitivement et à être un peu moins perfectionniste. Plus adapté, un peu moins perfectionniste dans ses choix. C'est des jeunes filles qui sont souvent très rigides dans leur choix alimentaire, mais dans leur vie en général, et on essaye de pouvoir moduler ça. Mais là aussi, pour le moment, on est plus dans de l'évaluation de ces dimensions, et même d'ailleurs dans de l'évaluation de la tolérance, que dans du soin. Mais vous m'avez dit que chez deux jeunes filles, il y avait eu un risque de suicide augmenté. Et tout à l'heure, quand on a préparé ce débat, vous m'avez dit que vous aviez un espoir pour justement traiter les gens qui ont des tendances suicidaires. Alors, je ne comprends pas très bien. Alors, on parle de neuromodulation. Donc, comme l'a dit David, on va moduler des zones du cerveau différentes en fonction des cibles thérapeutiques, des zones du cerveau différentes, en fonction de la pathologie, de ce qu'on veut cibler. Et on peut moduler ces zones de façon différente, en les activant, les inhibant. C'est pour ça qu'on parle de neuromodulation. Donc en fonction de ce que vous allez faire, de l'endroit où vous allez, de la cible que vous allez choisir, vous avez des risques
et des attentes qui ne sont pas les mêmes. Donc par exemple, les essais qui sont en train de sortir, ou les dimensions qu'on va cibler dans les conduites suicidaires, c'est plutôt tout ce qui est dimension de désespoir, la propension à ressentir de la douleur morale, notamment quand on est face à un événement aversif. Ce ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'on a ciblées dans l'anorexie quand on va cibler la perception de soi. Alors, il y a une autre indication qui concerne énormément de gens, c'est les douleurs et les douleurs neuropathiques. Vous pouvez nous dire ce que c'est exactement? Est-ce que vous pouvez apporter à ces patients, Margherita Popolo? Alors, d'abord, il faut savoir que c'est vraiment pas la même chose stimuler avec la stimulation magnétique un patient qui est douloureux et un patient qui est psychiatrique. On a des critères peut-être un peu plus scientifique pour aller repérer notre cible et pour aller vérifier les résultats derrière, avec des échelles qui sont peut-être comme en psychiatrie, qui sont très, très claires. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que parmi tous les patients qui ont des douleurs neuropathiques, c'est-à-dire des douleurs qui sont provoquées par des lésions du système nerveux central, ça veut dire une lésion soit du cerveau, soit de la moelle, ces patients développent des douleurs qui souvent sont pharmacorésistants, c'est-à-dire qui échappent à tous les traitements médicamenteux. Et je vous fais l'exemple de la névralgie trijumeau, je vous fais l'exemple du patient qui vient d'avoir un AVC. Je vous fais l'exemple d'une patiente qui a un accident et qui a une lésion des moelles. Voilà. Après, de là, on a obtenu effectivement, comme pour la dépression et les hallucinations auditives, une grade de recommandation des niveaux A, c'est-à-dire les études qui ont été conduites sur les patients douloureux et les résultats qu'on a obtenus contre placebo sont absolument valides, autant que n'importe quel autre médicament. Donc, dans le cas des patients douleurs neuropathiques, effectivement, on cible une zone du cerveau qui est très spécifique. C'est la zone du cerveau qui s'occupe de recevoir toutes les informations douloureuses. Donc, cette zone-là, quand on a une douleur... Elle est où cette zone-là? C'est le thalamus. C'est-à-dire, géographiquement Géographiquement, c'est une zone profonde du cerveau, mais qui a des contacts très importants avec le cortex, donc avec la surface du cerveau. Et c'est là que ça se joue, parce qu'avec la stimulation magnétique, on peut atteindre la surface et pas la partie plus profonde du cerveau. Et d'ailleurs, pour l'instant, on n'y essaye même pas. Donc l'idée ce serait d'aller réduire l'hyperexcitabilité, donc l'hyperactivité de cette partie du cerveau qui s'appelle le thalamus, qui reçoit toutes ces informations douloureuses et qui le rendent très actif, donc hyperactif. Donc avec la stimulation magnétique, on peut réduire cette hyperactivité et donc réduire vraiment la douleur qui est origine à ce niveau-là. Maintenant, à partir de la douleur neuropathique, c'est vrai qu'on a fait un peu la transgression de pouvoir assimiler certaines d'autres maladies comme la fibromyalgie ou comme la migraine, donc certaines d'autres maladies, mais il faut rappeler que ce n'est pas des indications de grade A, donc oui, ce n'est pas des certitudes scientifiques. Alors pourquoi je peux vous dire que je pense que c'est parce qu'on n'a pas encore des recherches, des études qui sont assez larges et qui incluent assez des patients pour avoir une vérification scientifique et donc un poids scientifique. Donc ça viendra, je pense, mais pour l'instant, effectivement, disons, d'un point de vue strictement scientifique, la définition de douleur neuropathique reste, donc l'indication actuelle respectée, c'est les dépressions, la schizophrénie, l'hallucination auditive et la douleur neuropathique. Donc pour l'instant, il n'y a que ça. Est-ce qu'il y a d'autres pistes dont on n'a pas parlé actuellement encore et qui semblent, même si c'est vraiment de la recherche, et on le sait, on le répète, on le redit, c'est de la recherche, est-ce qu'il y a des pistes qui vous semblent intéressantes qu'on pourrait évoquer sans donner de faux espoirs, évidemment? Oui, je commence peut-être dès que j'ai le micro. À part les TOC dont on a parlé, c'est vrai il faut imaginer que la stimulation magnétique a un pouvoir de moduler l'activité cérébrale. Alors, à chaque fois qu'une partie du cerveau superficiel présente une altération de son état
d'excitation, on pourrait aller jouer avec notre bobine et aller contrebalancer cette anomalie. Par exemple, on l'utilise, et il y a des cliniques qui sont dédiées à ça en Europe. Les patients qui font un AVC, donc un accident vasculaire cérébral, développent donc une hyperactivité de l'hémisphère contralatéral, donc de l'hémisphère opposé, qui, sans la balance de l'hémisphère lésionnel, se prend pour un peu toute la place qu'il veut. Donc, il abuse d'une situation de position dominante. Tout à fait. Mais cet abus qu'il fait, c'est très délétère pour la récupération fonctionnelle du patient, parce qu'il va inhiber le peu de tissu neuronal qui est encore compétent de l'autre côté. Donc, il empêche énormément la rééducation et la récupération fonctionnelle, surtout motrice. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de stimuler l'hémisphère lésionné ou l'autre hémisphère, pour essayer de réduire l'hyperexcitabilité de l'hémisphère contralatéral et permettre de libérer les neurones qui sont encore viables et pouvoir les faire travailler, toujours avec, comme on dit, l'assistance de la kinésithérapie, de l'orthophonie, etc. Voilà, ça c'est une piste par exemple. Vous avez d'autres pistes à ajouter autrement? Peut-être en psychiatrie, il y a, dans le champ des maladies mentales, il y a les pathologies addictives, l'alcool et le tabac, il y a aussi pas mal de données, et le jeu pathologique, où il y a quand même des données qui commencent à sortir assez encourageantes. Là aussi, on est dans le domaine de la recherche, mais on peut penser que dans les années à venir, il y aura il y a des pistes de cliniques intéressantes qui vont se développer dans ce champ-là aussi. Alors moi j'ai une vraie question, c'est qui fait ça? Qui a le droit de faire ça? Est-ce que ça se passe à l'hôpital? Est-ce que ça se passe en ville? Est-ce qu'il faut se méfier de certaines propositions qui ne sont pas réalistes à vos yeux? Combien coûte l'appareil? Voilà, je voudrais savoir comment ça se passe. Alors je crois que l'exemple de cet essai clinique avec deux malheureuses jeunes filles qui ont fait une tentative de suicide laisse bien présager justement que l'utilisation ne peut être faite que dans le cadre de recherche clinique pour toutes les indications qui ne sont pas validées. Donc je crois que c'est extrêmement clair, parce que il y a d'abord savoir où on va délivrer le champ magnétique. Et on a des outils, nous, dans les CHU, dans les hôpitaux, qui ont la chance d'avoir un équipement un peu coûteux, de pouvoir cibler la zone où on souhaite délivrer le courant. Mais il y a des variabilités individuelles qui sont aussi très importantes. Donc, d'une personne à l'autre, comme le docteur Popolo-Blondeau le disait, si on va stimuler le cerveau moteur, le cerveau qui, par exemple, va permettre de bouger la main, le bras, le visage. On va se remettre au regard du cortex cérébral responsable de cela. On va envoyer des impulsions magnétiques et on va avoir un résultat clinique immédiat. La main va bouger, le visage va bouger. Quand on est sur les autres zones du cerveau, comme le cerveau préfrontal ou le cerveau temporal, il ne se passe rien de visible. Donc on n'a pas de retour, si vous voulez, neurophysiologique ou clinique évident. Donc la question, ce serait de pouvoir personnaliser le traitement et sans doute de s'appuyer sur de l'IRM fonctionnel pour savoir quelles sont les zones les plus connectées avec des zones d'intérêt. On parlait tout à l'heure du thalamus dans les douleurs de neuropathie. Pour la dépression, par exemple, un domaine que je connais un peu plus, c'est souvent un nerf qui s'appelle le cortex subgénual antérieur, qui est très hyperactivé chez les patients déprimés, notamment pharmacorésistants. Et on cherche à aller cibler la zone du cerveau la plus connectée avec cette zone-là. On cherche une porte d'entrée très superficielle. Et pour ça, il faut aller trouver. Actuellement, nous, on peut le faire sur l'IRM individuel du patient, l'IRM anatomique, mais ça n'a rien de fonctionnel. Peut-être que c'est d'autres zones qu'il faudrait aller cibler. Donc ça, c'est le point vraiment très important. Pour faire ça, il faut effectivement des moyens, notamment une machine qui vaut quand même, rien que pour la neuronavigation, entre 50 et 100 000 euros en fonction des appareils. Pour la stimulation magnétique, l'appareil de stimulation magnétique en lui-même coûte entre 30 et 50 000 euros. Donc ce n'est pas très cher pour un médecin qui voudrait se lancer dans la stimulation magnétique et en faire un peu tout azimut. Il y en a ? Il y en a. Malheureusement, il y en a. Donc ce que je peux dire par rapport à la France, c'est que pour le moment,
la Haute Autorité de Santé ne s'est pas prononcée sur l'utilisation de la stimulation magnétique dans le cadre thérapeutique, que ce soit dans les indications neurologiques ou les indications en psychiatrie. Dans les indications d'exploration fonctionnelle, les choses sont tout à fait cadrées. Il faut que ce soit quelqu'un de compétent comme Margarita, qui est neurophysiologue, qui est capable d'interpréter un potentiel évoqué moteur. C'est son métier et elle le fait parfaitement. Moi, je n'ai pas de droit de facturer un acte stimulation magnétique. Donc pour l'instant, soit c'est dans le cadre de la recherche clinique et les choses sont extrêmement cadrées, et en particulier pour les indications à valider. Quand il s'agit des indications dont on sait qu'on a une efficacité, la dépression par exemple, on peut l'utiliser, mais il n'y a pas de cotation particulière. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Aux Alors États-Unis, justement, ailleurs, oui. Aux États-Unis depuis 2008, au Canada, en Israël depuis 2001, en Nouvelle-Zélande, Japon depuis cet été, l'Allemagne depuis 2 ans, reconnaissent la stimulation magnétique dans l'indication dépression. C'est pour ça que vous avez fait une pétition il n'y a pas très longtemps qui a été publiée dans Le Monde, si j'ai bonne mémoire, qui demandait une reconnaissance officielle. Derrière cette reconnaissance officielle, il y a quoi? Il y aura des médecins qui seront habilités à pratiquer cette technique, il y aura des centres spécialisés. Pour les patients, ça va représenter quoi? C'est bien la question qu'on pose à l'autorité. C'était une tribune, parce qu'on est poli, on n'a pas fait de pétition, pas encore. On a besoin des associations de patients pour faire bouger les choses. Ça fait plus de 10 ans qu'on a déposé avec un groupe de confrères en psychiatrie, mais aussi en neurologie, sur le bureau de la HAS, des demandes itératives pour leur demander de légiférer. Parce que le risque, c'est qu'effectivement, certains médecins utilisent la technique, peut-être pas bien. C'est toujours le risque. Par exemple, est-ce que ça peut être dangereux si c'est mal utilisé? Le danger, il est où? Le danger, il est... Alors, il y a 2 dangers. Le danger, il est d'abord c'est comme un médicament et comme tout traitement, vous évaluez normalement des balances bénéfices-risques et vous avez des risques en termes de... l'exemple tout à l'heure de ces jeunes filles pour lesquelles il y a eu une tentative de suicide, donc c'est pas anodin, c'est un vrai geste thérapeutique. Et l'autre danger que je vois ou que j'ai pu voir dans des situations, je dirais borderline dont on a entendu parler, c'est que c'est là aussi de pouvoir opposer la neuromodulation à d'autres prises en charge. Et c'est que si vous ne faites que de la neuromodulation, outre le risque lié à la neuromodulation et que vous n'avez pas autre chose à côté, vous avez la perte de chance de ne pas avoir un traitement validé. Donc les 2 dangers sont là, à mon sens. Madame Popolo? Surtout pour ce qui regarde la douleur en particulier, je tiens à souligner que quand le patient répond, ce n'est pas le cas pour le 100% des patients, le traitement permet de réduire effectivement l'apport médicamenteux, donc permet de s'ouvrir d'un certain nombre de médicaments, donc ça c'est parfait. Le problème, je pense que ça vous est arrivé aussi, c'est que le patient, quand il va mieux sur ce traitement, il s'affectionne terriblement à la technique. C'est-à-dire, il développe une espèce de dépendance du traitement. Dépendance à ce traitement. Tout à fait. Et pourtant, donc, ça, c'est un risque. Oui. Ça, c'est un risque. Et puis, le risque, évidemment, d'avoir des espoirs qui ne vont pas être comblés et renoncer à des traitements qui sont, par contre, vraiment efficaces. Et qui, voilà, J'ai une dernière petite question. Ces petites machines qu'on trouve sur Internet là, qui nous permettent de booster notre cerveau. Alors, c'est pas magnétique, mais c'est bien pour vous. Est-ce que moi, vous avez testé ces méthodes-là pour être aussi intelligent aujourd'hui? Vous avez fait quoi? Alors, c'est la stimulation à courant continu. Et effectivement, il y a des usagers, ce qu'on appelle des gamers, donc des gens qui ont des jeux vidéo et qui essayent de booster les neurones. Alors, ça a un intérêt sur le plan cognitif, ça améliore effectivement les fonctions cognitives. Je pense que c'est un intérêt purement scientifique. Sur le plan, dans le quotidien, on ne voit pas vraiment la différence. Je pense qu'il y a un business autour de ça. Par contre, il y a certaines indications qui sont en cours d'exploration, notamment dans les troubles addictifs, avec des espoirs. Parce que ça pourrait... L'intérêt de la stimulation magnétique, c'est
de contrôler les choses à l'hôpital. L'intérêt de la stimulation à courant continu, c'est un intérêt directement pour les patients, c'est qu'ils pourraient faire ça à la maison. On pourrait programmer les choses, on pourrait contrôler l'usage des séances de stimulation courant continu, 1 fois, 2 fois par jour, en contrôlant le temps d'exposition, que le patient ne se fasse pas des shoots de stimulation courant continu à la maison, sans avoir besoin de venir à l'hôpital. Donc ça, ce serait vraiment encore mieux que les stimulations magnétiques, mais là, le niveau de preuve est encore très faible. Maintenant, Hélène, je pense qu'on va donner la parole à la salle. Absolument, je pense qu'il y aura beaucoup de questions. Monsieur, peut-être, et madame et monsieur. Oui, bonsoir. Voilà, je voulais savoir si le burn-out dont on parle beaucoup est une forme de dépression, d'une part, et est-ce que c'est possible de le soigner avec la stimulation magnétique. Voilà. Je vous remercie. Alors, qui répond ? Vous battez pas pour répondre. David, ou... C'est effectivement une forme de dépression pour certains patients. Il y a certains patients pour lesquels ça va être un épuisement psychologique qui n'a pas forcément des critères qui relèvent de la mise en place d'un traitement médicamenteux pharmacologique, donc antidépresseur à proprement parler, et encore moins de stimulation magnétique transcrânienne. C'est souvent un soutien psychologique, une remise en question qui est bien utile. Maintenant, il y a certaines formes de burn-out qui se prolongent dans le temps, deviennent de vraies dépressions, qui nécessitent des traitements antidépresseurs. Et si on est dans une situation d'échec de plusieurs essais de traitements antidépresseurs, pourquoi pas penser à la stimulation magnétique ? Merci. Alors, monsieur et puis madame. Allez-y. Alors, ça marche pas. Il est fatigué, c'est la fin de journée. C'est la fin de journée, absolument. Je vais prêter le mien. Oui, merci. Peut-être une question un petit peu polémique. Alors, je ne doute pas, disons, de l'intérêt sur le plan scientifique des recherches qui sont effectuées. Je suis tout à fait convaincu de ce côté-là. Maintenant, la question que je me pose, c'est un petit peu du point de vue économie de la santé. C'est-à-dire, on voit qu'au niveau des traitements en général, et notamment des traitements psychiatriques et neuropsychiatriques, la tendance actuelle, c'est de plus en plus de réduire tout ce qui est les structures hospitalières, les personnels dédiés, et de traiter, y compris les pathologies les plus lourdes, en traitement ambulatoire à domicile par des moyens médicamenteux. Donc, je me pose un peu la question, vu la gamme de pathologies que vous avez citées qui peuvent rentrer dans le champ de traitement par ces techniques, qui sont vraiment des pathologies de masse, ce n'est pas des pathologies très ciblées, est-ce que ça peut rentrer dans des politiques d'investissement de santé et de remboursement et finalement, est-ce que cette technique-là, elle n'est pas plutôt amenée à se développer si jamais on peut faire un petit peu de la stimulation magnétique transcrânienne à domicile par l'intermédiaire de son smartphone en quelque sorte ? Monsieur Guillaumin. Alors effectivement, c'est une question importante et c'est un des grands avenirs, une des grandes questions, par exemple avec la stimulation, la TDCS dont on parlait, c'est-à-dire ces stimulations à domicile, parce que c'est la limite de la RTMS. La RTMS telle qu'on vous l'a présentée, il y a quelques centres en France ou quelques CHU qui peuvent le faire, ou quelques grosses structures, mais si on veut la faire avec de la neuronavigation, etc., c'est compliqué. Après, c'est une vraie question et le problème, c'est qu'avant de faire de l'étude médico-économique, il faut déjà qu'on valide les indications. Là, maintenant qu'on commence à avoir des indications plus claires, notamment sur la dépression, il y a des études qui sont en train de se lancer ou qui ont été qui vont débuter sur la question de l'évaluation du rationnel médico-économique de prendre en charge de prendre en charge des dépressions en l'occurrence avec ce type avec des techniques de neuromodulation versus d'autres techniques. Pour le moment, on n'a pas les réponses par rapport à ça parce que ça a des coûts, mais ça a aussi, dans le cadre de soins que vous allez limiter, ou si vous améliorez les gens, la dépression a un coût, donc c'est la balance du coût de l'un et de l'autre qu'il faut évaluer. Pour le moment, on n'a pas les données, en tout cas en psychiatrie, peut-être en neuro vous en avez, sur ces questions. Je vais répondre gentiment
provocateurement aussi, pareil. Donc, là, on parle des patients qui sont pharmacorésistants, donc des patients qui ont eu toute une série, tout un parcours de traitement pharmacologique pour lequel, bon, les patients psychiatriques, c'est une chose. Moi, je parle des patients douleur, donc d'un patient qui est sous une forme de douleur qui est chronique et qui varie entre 0 et 10, parfois de 5 à 10 dans la journée, et tous les jours, et la nuit et les jours. Donc ces patients-là, quand ils ont un espoir qui est effectivement des 60% des réussites, donc c'est pas total, mais quand il y a un espoir de pouvoir réduire leur douleur avec une machine qui n'est pas invasive, effectivement, elles doivent venir 4 fois à l'hôpital, ok. Je suis désolée, je ne me pose pas la question de combien ça coûte à la Sécu. Je suis désolée. Merci. Une autre question? Oui, ici Anne. Voilà, je suis particulièrement, je suis venue à cette conférence parce que j'avais lu la stimulation magnétique transcrânienne plus forte que les médicaments. Point d'interrogation. Heureusement qu'il y avait un point d'interrogation. Alors, voilà, donc je crois que j'avais peut-être pas trop fait attention au point d'interrogation, mais enfin bon, voilà. Simplement, moi j'ai eu dans mon entourage et moi-même beaucoup de gens dans dépression nerveuse, d'autres maladies, etc. Ce qui m'interpellait évidemment, et ce que j'ai entendu, si j'ai bien compris, c'est que la stimulation magnétique ne peut venir qu'en complément de ce qui est fait en matière de thérapie et de médicaments. Moi j'ai une grande interrogation. Je cherchais un message d'espoir, pour vous dire la vérité, parce que j'ai fait les frais d'avoir pris des médicaments très très longtemps. Ça m'a pas guéri de mon anxiété. La thérapie me fait du bien, par contre, voilà. Mais j'ai pu constater des effets secondaires. Alors, il y a beaucoup de choses qui se disent maintenant dans la vulgarisation sur Internet par rapport aux médicaments, les antidépresseurs, les anxiolytiques. Moi, j'ai pris un antipsychotique pendant plus de 20 ans, je vous dis juste ça. Et c'est quoi votre question, madame, alors? Et alors, la question, c'est de dire... quelle est l'avancée, quelles sont les recherches actuelles, quel est le message d'espoir, parce que on sait bien aujourd'hui qu'on a besoin de ces médicaments à un moment donné, mais ce qu'on entend beaucoup, c'est que normalement ils ne devraient pas être prescrits très très longtemps en cause des effets secondaires. Qu'est-ce qui est fait? Quel est l'espoir? Voilà. Alors, je pense que vous avez raison de recadrer le débat, parce qu'on n'a pas répondu à la question qui a été posée, donc c'est pas bien. On a à peu près la moitié pour la dépression, je parle uniquement pour la dépression, on a à peu près la moitié des patients traités par stimulation magnétique quand l'indication est bien posée, c'est-à-dire pas après beaucoup d'échecs de traitement, parce que là on tombe dans la situation de dépression ultra résistante au traitement pharmacologique, mais quand on est dans des dépressions modérément résistantes, on a à peu près un patient sur 2 qui est amélioré et à peu près un patient sur 4 qui ne présente plus de symptômes de dépression. Donc c'est un vrai espoir. Ça permet de réduire un certain nombre de médicaments et de faire un peu le ménage dans les combinaisons d'antidépresseurs, d'antipsychotiques qui sont associés les uns avec les autres par manque d'efficacité d'une seule molécule. Donc ça permet de limiter aussi les effets secondaires qui sont parfois effroyables, prise de poids, les sédations. Je ne dis pas qu'il faut arrêter les traitements antipsychotiques, les traitements antidépresseurs ou les anxiolytiques à tous les patients, mais ça peut permettre parfois de le faire. Donc j'essaye d'être un peu pondéré dans mon propos. Chez les patients schizophrènes qui souffrent d'hallucinations, il y a quand même encore 25% des patients schizophrènes qui, malgré un traitement antipsychotique bien conduit et j'espère bien toléré, c'est malheureusement pas toujours le cas, mais ont toujours des phénomènes d'hallucination auditive. C'est-à-dire qu'ils sont dans la rue, ils entendent encore des voix qui leur donnent des ordres, qui les critiquent. Alors, ils ne sont pas dangereux, il faut déstigmatiser la dangerosité de la schizophrénie, mais c'est la réalité de ces personnes-là. Et moi j'ai en tête des patients ou des patientes qui ont pu reprendre la conduite, reprendre la lecture, parce qu'ils étaient plus parasités par ces phénomènes d'hallucination. Pour rebondir sur la question du monsieur qui a posé une question sur l'impact médico-économique de la stimulation magnétique, la première patiente que j'ai améliorée en 2005 avec de la stimulation magnétique, c'était une dame
qui était jeune, elle avait 45 ans, 46 ans, qui était institutrice, qui était déprimée depuis 3 ans, qui avait essayé un grand nombre de traitements antidépresseurs, et on me l'a adressée pour lui faire de l'électroconvulsivothérapie et pour la mettre en invalidité. Elle ne voulait pas d'électroconvulsivothérapie, elle avait pris beaucoup de poids avec les antidépresseurs, des combinaisons d'antidépresseurs, qui étaient légitimes, parce qu'il fallait effectivement essayer de la sortir de cet état de dépression chronique. On a fait la stimulation magnétique, elle est retournée travailler quelques mois après. On a pu réduire beaucoup de traitements antidépresseurs. Donc ce n'est pas la panacée, c'est pas, malheureusement, on n'a pas ces résultats chez tous les patients, mais il y a un certain nombre de patients qui en bénéficient très grandement. Donc l'intérêt, et les recherches actuelles, c'est repérer quels seront les patients qui vont pouvoir répondre à ces techniques-là, sans qu'on leur fasse croire aussi à un faux espoir, parce que quand le patient vous lui dit pendant 3 semaines, 6 semaines, on va faire tel protocole, le protocole ne fonctionne pas, on peut aller sur d'autres zones du cerveau, on repart sur 3 semaines, 6 semaines, et au bout du compte, ça ne fonctionne pas. C'est extrêmement difficile à vivre pour les patients, pour les familles, pour les soignants aussi, parce que c'est aussi parfois compliqué dans un autre domaine. Donc on a besoin de marqueurs, on a besoin d'aller personnaliser la stimulation pour gagner encore un petit peu. Donc il faut attendre un petit peu. Je voudrais juste, pour vous deux autres, pour terminer, une petite note d'espoir. Juste pour rebondir un peu sur cette question, on l'a dit, en tout cas dans le cadre de la dépression, ces traitements arrivent en 2e ligne ou pas en première intention. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'ils sont validés. Donc validé, c'est qu'il y a des niveaux de preuves scientifiques qui montrent que ça marche, que ça fonctionne. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si on les fait, c'est que pour des patients qui n'ont pas répondu au traitement, en complément en général de ces traitements, mais qui n'ont pas répondu au traitement, il va y avoir une amélioration. Donc je ne sais pas si c'est plus fort que les médicaments, je ne sais pas si on peut poser la question comme ça, mais en tout cas pour certains patients, oui. Pour ces patients, dans le cadre de la dépression, qui n'ont pas répondu au traitement médicamenteux, ou qui ont eu des problèmes de tolérance avec ces traitements médicamenteux, il va y avoir une amélioration scientifiquement prouvée, et c'est pour ça qu'on le fait en clinique, pour le coup. Madame Popolo, on finit avec un petit mot d'espoir de votre part aussi, s'il vous plaît. Certainement, mais si on travaille aussi dur sur des nouvelles techniques, c'est qu'on croit très fort à la nouvelle technologie pour le patient. Donc c'est clair que ce serait beaucoup plus facile de vous filer une ordonnance avec des médicaments, aller rentrer chez vous, plutôt que c'est dédié un mécor à ce genre de se battre avec les autorités pour avoir un peu du bénéfice pour les patients. Donc non, je pense qu'il n'y a pas des miracles, on l'a dit toute la journée aujourd'hui, il n'y a pas de miracles en médecine. Il faut bien poser les indications. La machine et le traitement peut être très efficace dans des cas spécifiques et peut aider à réduire les médicaments, peut aider à passer des gaps dans la vie et éventuellement, sélectionner un certain nombre de patients pour une chirurgie, etc. Donc il y a énormément d'aboutissements qui viennent après le traitement et ce n'est pas que le traitement en lui-même. Alors Anne, je pense qu'on va terminer sur une note effectivement très positive, parce qu'il y a une personne qui avait du mal à s'exprimer avec le micro et qui m'a fait promettre de relayer un petit message. Docteur Popolo Blondeau, vous avez soigné son fils qui avait des hauts très hauts et des bas très bas, m'a-t-elle dit, et il est complètement stabilisé et elle est très heureuse. Voilà le message qu'elle voulait que je vous transmette. Voilà, donc merci beaucoup, merci à tous les trois, merci beaucoup Anne de ces échanges passionnants. Et donc les conférences reprennent bien évidemment demain dès 10h avec un premier sujet sur le sommeil. Très bonne soirée à vous tous.